Arnaud, vous êtes cofondateur du collectif Prévenir et Protéger, qui vise à défendre les enfants victimes d'abus sexuels. Et si vous vous engagez, c'est que vous avez été vous-même victime d'abus sexuels de la part de votre grand-oncle qui était prêtre. Vous avez été violé entre l'âge de 8 et 11 ans par votre grand-oncle, comme je l'ai dit, prêtre et missionnaire. Comment cet homme a pu se retrouver dans votre chambre ? Alors déjà, peut-être première chose, j'ai effectivement été violé. Je reviens juste sur un terme pour moi qui est important. On ne parle pas de pédophilie, pas d'abus, on parle de pédocriminalité parce qu'on n'aime pas les enfants de cette manière-là. C'est important de le dire de manière forte, c'est un crime. Et c'est pour ça que la question de la non-dénonciation se pose. Comment les choses se sont passées ? Comme pour beaucoup d'enfants finalement. C'est-à-dire qu'un enfant, déjà, ça a confiance en un adulte. C'était votre oncle ? C'était un oncle. Et par ailleurs, un enfant, on sait qu'il y a un rapport de force qui n'est pas du tout équilibré. Donc c'est un grand-oncle qui était prêtre missionnaire, qui était en Afrique. J'ai su par la suite qu'il s'était déplacé étonnamment de pays en pays. Et c'est un grand-oncle qui, quand il venait en France, séjournait chez mes parents qui habitaient pas loin de l'aéroport de Roissy. Mes parents leur faisaient confiance, lui faisait confiance, pardon. Et du coup, il venait dormir dans ma chambre, en fait, le soir. C'était une période où je faisais encore par moments pipi au lit, de l'énurésie comme on dit. Et ce grand-oncle venait me demander en fait au moment où ça se passait de venir le rejoindre dans son lit. Voilà. Et puis petit à petit m'expliquer au début comment mon corps fonctionnait. Il le présentait de cette manière-là. Je suis assez cru moi un peu dans le témoignage parce que ce que je souhaite c'est que les gens comprennent bien. Vous avez raison, il faut comprendre parce que plus vous allez être cru et plus vraiment, on va frapper les esprits. C'est vrai que c'est ce dont on a besoin en ce moment. Et c'est pour ça qu'on est en direct ce soir avec vous. C'est pour ça que je suis un peu en colère sur la manière dont on peut des fois réagir sur ce sujet-là. Donc il me présentait ça comme une découverte de mon corps. Après, très rapidement, il me disait que ça pouvait servir à autre chose d'une certaine manière. On est d'accord, j'avais 8 ans. À 8 ans, un enfant, je le rappelle, n'a pas de sexualité de l'adulte, etc. C'est essentiel. Et puis de cette découverte-là, donc de mon corps, on allait vers une découverte sexuelle. Et de la découverte sexuelle où finalement j'ai compris, sur le moment, il faut bien comprendre qu'à 8 ans, j'étais tétanisé et j'ai même cru comprendre pendant tout un temps que j'étais responsable de ce qui se passait parce que finalement c'était inexplicable pour moi. C'est un événement complètement dingue, fou. C'est souvent, dans tous les témoignages, les enfants culpabilisent. C'est ce que vous nous dites là aussi. Tout à fait. Les enfants culpabilisent et en fin de compte, ça a été, moi je le dis, jusqu'à la sodomie. Voilà, c'est important. C'est-à-dire qu'il a pu être et systématiquement à chaque passage. Voilà, c'est des choses qui se passaient. J'ai jamais compris, par exemple, pourquoi. Comment ça a démarré ? Parce qu'on se dit, Arnaud, donc la première fois, donc vous, comme vous dites, vous faisiez pipi au lit, donc il vous disait, viens plutôt dans mon lit, voilà. Ça commence par les attouchements, finalement. C'est-à-dire qu'il me montre, parce qu'effectivement, j'étais souillé, donc j'étais déjà sale, donc forcément, il y avait ce côté-là déjà pas propre sur moi. Et du coup, lui en profitait pour toucher mon sexe, pour prendre ma main, pour dire que par la suite, le sexe grandira, etc. Et que je puisse mettre effectivement ma main sur son sexe, etc. Enfin voilà, des choses qui sont complètement... c'est des états de sidération. Ça a duré 3 ans ? Ça a duré en fait chacun de ces passages entre l'âge de 8 ans et 11 ans. Voilà, je me rappelle moi de 5 fois. Après, c'est toujours compliqué. On parle beaucoup de l'amnésie traumatique. C'est-à-dire cette mémoire qui est très compliquée pour les victimes et qu'on a tendance, d'une certaine manière, à oublier du débat public, mais celle qui fait en fait qu'on se rappelle uniquement de certains flashs, vous voyez, avec pour moi des moments qui sont forcément extrêmement violents, qui marquent toute une vie. C'est pour ça que j'y tiens, c'est-à-dire qu'on peut me dire ce qu'on veut. Alors aujourd'hui, je suis papa, il y a plein de choses que je vis, bien. Arnaud ? J'ai 40 ans. D'accord. Voilà. Papa aujourd'hui ? Je suis le papa d'un petit garçon et j'ai une belle fille. Vos parents se doutaient de rien du tout ? Mes parents se doutaient de rien et je vais même vous dire, vous voyez, la première réaction de ma mère, elle m'a marqué, j'ai mis plus de 20 ans en fait à la comprendre. Vous lui avez dit quand déjà ? Je lui ai dit, j'avais 19 ans, donc plus de 10 ans. Plus de 10 ans après les faits, devant un reportage en fait à la télé. C'est pour ça que je pense que la télé, de ce point de vue-là, est salutaire parce qu'elle fait partie, les journalistes font leur boulot aussi par rapport à ça pour que la parole se libère. Et plus que la parole libérée, ce dont on a besoin d'ailleurs, ce sont des actions. Et ma mère, la première réaction qu'elle a eue, ça a été de dire... ah mince, excusez-moi. Vous aviez 19 ans, vous regardez un reportage. Tout à fait, on regardait un reportage à la télé. Et au bout de 11 ans, vous dites à votre mère, en regardant ce reportage, comment vous lui dites ? Vous lui dites, moi aussi, j'ai... Je lui dis, c'est exactement ce qui... Enfin, en fait, ça sort tout seul, comme pour beaucoup de victimes, finalement, vous voyez, c'est un peu le flash. Et je lui dis, c'est ce qui m'est arrivé. Et ma mère, de manière un peu finalement spontanée, dit, on s'est fait avoir. Voilà ce que je voulais dire. Vous voyez, toute la confiance qu'elle pouvait avoir en cet homme-là, qui était également un grand-oncle, elle-même, elle ne la comprenait pas. C'était d'une violence inouïe. Quand vous lui avez raconté, elle est tombée des nues, elle s'est dit, on s'est fait avoir.
C'est-à-dire qu'elle ne comprenait pas comment est-ce que je pouvais livrer un témoignage comme celui-là, mais comme beaucoup de parents, c'est-à-dire qu'un effet de sidération. Et moi, j'ai compris 20 ans plus tard, réellement, ce qu'elle entendait par là, parce que c'est violent d'avoir sa mère qui réagit comme ça. Dans un premier temps, on peut se dire, la première réaction, ça pourrait être de me prendre dans ses bras, quelque chose comme ça. Et le « on s'est fait avoir », c'est que je suis convaincu aujourd'hui, et c'est important, vous voyez, vous parlez de libération de la parole, les parents, l'ensemble du système de l'agresseur est victime de l'agresseur en tant que tel. Et c'est pour ça que quand on parle finalement de la parole libérée, etc., parce que ça nous arrange, moi je dis que, d'une certaine manière, il n'y a pas que la parole des victimes, il y a des co-victimes en fait de tout ça, parce qu'il y a un effet de sidération complet face à quelque chose qui est atroce, qui est inimaginable, et dont on a peine à comprendre. Et c'est pour ça que moi j'emploie des mots crus, comme des mots comme sodomie, etc., parce que c'est exactement la violence de ce qui se passe. Il faut bien se rendre compte qu'un parent, jamais il n'imagine son enfant à 8 ans. Vous avez employé ces mots crus aussi avec votre maman quand vous lui avez... Non, je ne l'ai pas employé comme ça, parce que j'ai fait tout un travail de plus de 20 ans, je suis encore dedans, on va dire, de psychothérapie, parce qu'il faut du temps justement pour mettre ces mots, et parce que être accompagné, avoir un psy, ça permet, à mon sens, de mieux comprendre aussi ce qui s'est passé et de se rappeler en fait l'ensemble de la stratégie de l'agresseur. Et à l'âge de 8 ans, il était impossible de parler pour vous. Vous n'arriviez pas à aller voir vos parents, à leur dire voilà ce qui s'est passé dès la première fois ou... Non. En fait, vous comprenez pas. Je pense que j'ai compris par la suite qu'en fait, vous n'êtes pas structuré. En fait, c'est en lien. En fait, ça m'a complètement brisé parce que c'est en lien avec le développement d'un enfant. Quand il venait, ça devait être un cauchemar. Qu'est-ce que quand vous le voyez, et moi, on s'imagine tous, on se dit quand il devait partir, vous deviez avoir un soulagement énorme. Mais quand il revenait à la maison, vous devez vous dire mais ça va être le cauchemar va reprendre. Ouais, mais il y a quelque chose qu'on maîtrise plus de soi en fait réellement quand ça vous arrive. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui fait qu'à un moment donné ce qu'on appelle en fait un état de dissociation, vous sortez de votre corps, vous voyez, c'est plus compliqué que ça, c'est-à-dire qu'il y a quelque chose en fait qui est fait toute la question de l'agresseur, on pense souvent que l'agresseur va en fait contraindre physiquement, et en fin de compte c'est faux, bien souvent en fait l'agresseur arrive à créer en fait cet état de sidération chez la victime et n'a pas besoin de faire usage de la force. Du coup il y a toute une atmosphère d'une certaine manière qui est créée pour qu'il arrive à ses fins, et cette atmosphère c'est aussi dans le lien, pour moi il y a un abus de confiance évident autour de mes parents, et pour parvenir justement à ses fins. Alors Arnaud, juste, c'était entre 8 ans et 11 ans. Comment vous avez fait pour vivre votre enfance? Vous avez réussi à vivre avec vos potes après, avec vos petits copains, tout ça. Comment ça se passe? Parce que il s'est passé 11 ans avant que vous l'avouiez à vos parents. Comment ça se passe? Comment on vit? Ça se passe qu'on y pense, et que surtout dans les premières années, avant même de comprendre justement un peu plus tard ce qui s'était passé, on culpabilise. Moi, j'avais le sentiment... Vraiment, vous étiez encore dans la culpabilité? Bien sûr, et puis ça avait même joué sur ma sexualité. Moi, j'étais persuadé d'être homosexuel, par exemple. Enfin, je sais pas, différentes choses, en me disant c'est peut-être une question d'attirance, j'en sais rien. Enfin, parce que à 8 ans, quand ça vous a... Vous voyez ? Et puis forcément c'est compliqué, et puis après j'ai compris petit à petit ce qui s'était passé, grâce aussi à des rencontres, au temps passé aussi avec des psys, parce qu'il y avait forcément quelque chose qui était mal. J'étais dans une forme de dépression. Moi je rappelle ici, c'est important, hein, si aujourd'hui je lutte contre ce fléau massif qu'on a tendance à banaliser, il faut savoir que vous avez une enquête qui a été menée en 2014, qu'on appelle l'enquête Virage, qui dit que vous avez 38% des personnes, je dis bien 38% des personnes qui ont été violées avant l'âge de 11 ans, qui font une tentative de suicide. Voilà, c'est la réalité, c'est la réalité des chiffres, et c'est ce qui nécessite qu'on parle de crime et qu'on soit en capacité d'agir, avec toute la question aussi de la santé publique, et qu'on réagisse à la hauteur de la gravité des actes. Alors, vous parlez d'autorité depuis le début. Le fait que votre oncle soit aussi prêtre, ça a ajouté une autorité supplémentaire. Bien sûr, surtout que c'était un prêtre missionnaire qui travaillait auprès d'enfants. Du coup, il était dans quelque chose où tout le monde lui disait c'est super, il sait bien s'occuper des enfants. Vous voyez, vous avez pensé à toutes les victimes qui ont dû... toutes ces victimes, alors parce que vous ne devez pas être le seul. Est-ce que vous avez dû penser à ça? Vous avez dû dire... Bien sûr. C'est ça. Je pense qu'à ça, même encore aujourd'hui. C'est ça, C'est ce qui m'a mis d'ailleurs dans la démarche au niveau de la SIAZ, dans le rapport et dans la manière dont j'ai témoigné. Vous avez pu contacter d'autres victimes de votre oncle? Jamais. Jamais, mais je sais qu'il a été dans certains pays, et effectivement, je me dis que en fait, c'est là que c'est international. C'est pour ça qu'en fait... C'est là qu'on se dit... on pense à toutes ces victimes. Vous dites 38% des enfants qui subissent des sévices sexuels se suicident après. Vous vous rendez compte, ça veut dire qu'il y a peut-être des jeunes gens qui ont subi des sévices de votre oncle. C'est à ça que vous devez penser. Nous, on y pense, on imagine vous comme vous devez y penser tous les jours. Tout à fait. Et c'est pour ça qu'il faut passer le message, et je suis là aussi pour ça aujourd'hui, vraiment pour les enfants et pour les adultes d'ailleurs, de témoigner, de protéger les enfants. Il est encore vivant, votre oncle? Il est mort, il est décédé. Il y a combien de temps? Il est décédé, je me perds un peu dans le temps. Bon, mais c'est pas grave, mais en tout cas... Peu importe, il est décédé. À aucun moment il a... À la fin des années 90. Arnaud, vous avez pu
lui parler, de lui dire les choses, Non. ou jamais? Non, par contre, j'ai C'est ça qu'on a envie de savoir, parce que- parlé à un de ses frères qui était également prêtre missionnaire, qui, en sachant ce qui m'était arrivé, m'a adressé un courrier que j'ai ramené. Je pense que c'est important quand même de lire certaines choses pour bien comprendre quand même les enjeux. Ouais. Ce courrier, il est très important. Et cet homme-là, prêtre, donc, a reconnu les faits, je dirais, oralement, parce que il m'a dit qu'il avait été informé, mais qu'il ne pouvait pas. Et effectivement, parce que je vois que vous le projetez, je peux effectivement, pour donner la gravité pour moi des actes. Parce que je voudrais voir aussi la réaction de l'abbé de la Morandée sur cette lettre, qui est, vous allez voir, ce que va vous lire Arnaud, c'est la réponse, donc, je vous dis. C'est ce qui m'adresse du frère de votre agresseur. Tout à fait. Voilà. Qui est aussi prêtre. Qui est également prêtre. Prêtre, et au Japon il était. Tout à fait, bien sûr, prêtre missionnaire. Chacun est responsable de ses propres actes, mais il existe aussi une solidarité entre tous les humains, dans le mal comme dans le bien. Et pour moi, cette solidarité, je la ressens fortement, puisque donc le nom de mon agresseur est mon frère, et que lui et moi sommes, en tant que prêtres, au service du Christ et de son Église. Aussi, j'ai été vraiment peiné, et je le reste, d'apprendre que, donc cet homme-là, mon frère, t'avait causé du tort. Du tort, quoi. Hein. Des viols, c'est du tort. Dont tu souffres encore maintenant. Alors je te demande pardon du fond du cœur, et je remets cette demande dans les mains de Dieu. Lui seul peut effacer le mal commis par les hommes en guérissant les blessures de nos cœurs. Je me permets, je vais un peu plus loin sur le c'est page très d'après. intéressant ce que tu dis, je te dis vraiment. Vous me remettez donc une carte comme celle-là, pour moi c'est important, Bien sûr. que vous devez connaître, c'est la Pietà. Donc, un ami m'a donné la carte ci-jointe qui représente la Pietà du XVIIIe siècle. Marie tient sur ses genoux le corps de son fils Jésus, descendu de la croix, et on voit la blessure causée par le coup de lance d'un soldat aux côtés de Jésus. C'est par ces blessures que nous sommes guéris. Donc qu'est-ce qu'il entend par là, en fait, en me disant ça? Qu'est-ce qu'il entend? C'est par ces blessures que nous sommes guéris. Est-ce que moi, les blessures qui m'ont été infligées, d'une certaine manière, c'est de cette manière-là que je serai guéri? J'ai jamais compris, je trouve ça troublant. J'ai reçu cette lettre-là. Je l'ai transmise à la SIAZ, et ce qui fait assez important, je fais partie des 22 signalements qui ont été faits par la SIAZ. Parce qu'effectivement, moi, j'ai été hors de moi, je ne pouvais pas rester dans l'anonymat. Cette lettre, elle est incroyable. Elle est incroyable. Incroyable.